Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette cinquième session de notre cycle de webinaires Décodons l'école. Donc, c'est un événement que nous avons le plaisir d'organiser depuis maintenant un peu plus d'un an avec l'École académique de la formation continue de Lyon. Bonjour Laura, qui est co-animatrice avec moi ce soir. Bonjour Angélique et bonjour à tous. Bienvenue et on est très heureux de vous accueillir. Un petit mot de recontextualisation donc, de ces temps d'échange. L'objectif de ce cycle Décodons l'école, c'est de vous proposer une série de webconférences où on va venir offrir un dialogue croisé sur une thématique en particulier entre des acteurs de terrain, des enseignants, des chercheurs, des partenaires de l'école, autour d'un sujet qui fait commun et qui les réunit sur des expériences en particulier. Et c'est bien l'objet que de pouvoir mettre en lumière des actions concrètes, de montrer le champ des possibles et de travailler à la consolidation d'une culture commune. Donc ce soir, nous allons explorer les enjeux de santé en milieu scolaire et la question de la qualité de vie au travail des enseignants comme de la qualité de vie des élèves et les facteurs qui ont un impact sur la santé. Nous accueillons 4 témoins ce soir et nous les remercions très chaleureusement. Je vais commencer par Dominique Berger, qui est psychologue clinicien, professeur des universités et rattaché à un laboratoire de santé publique. Laurence Villeneuve, ingénieure à l'École académique de la formation continue pour le département Innovation, Expérimentation et Recherche et PsyEN. Madame Grand-Clément, proviseure du lycée professionnel Legrand à Roanne, le Coteau dans la Loire, et Jérôme Fuchs, gérant de la compagnie des Clics à Saint-Étienne dans la Loire également. Donc effectivement, ce soir, au-delà de la santé, on a également une mise en lumière de notre département voisin de la Loire. On est ravis de vous accueillir. Je vais laisser la parole à Laura pour introduire les discussions. Merci Angélique. Bien pour effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est bien aujourd'hui d'échanger et de fait d'avoir une discussion entre différentes visions. Et on commence cette rencontre, cet échange avec Monsieur Berger, donc, comme l'a dit Angélique, qui est psychologue clinicien, professeur des universités, et qui va nous apporter, qui a beaucoup travaillé sur la conception de parcours éducatif santé, sur la question de la promotion et de la prévention de la santé. Il va nous apporter un éclairage du point de vue plutôt recherche et acteur institutionnel sur cette question et nous donner des éléments pour mieux comprendre comment et pourquoi l'école se préoccupe de la santé. Monsieur Berger, on est ravis de vous avoir et je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Merci aussi de m'avoir invité. Juste un petit point sur la question de la santé à l'école. C'est une question qui est historiquement inscrite avec le développement de l'école moderne. L'école a toujours été un lieu où on s'est préoccupé de la santé. C'est même le lieu où il y a eu des grandes campagnes hygiéniques dans les années 50 et les années 60 et même beaucoup plus tôt. Alors, l'école, par contre, n'est pas un lieu de soins. Je crois qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas cette vision médicale de la santé qui est importante, mais c'est bien une vision sociale de la santé. Et les liens de la santé avec l'école sont extrêmement importants. D'abord parce que l'école, c'est l'outil de mise en œuvre de décisions politiques au niveau national et au niveau international. Il y a des directives internationales de l'Organisation mondiale de la santé qui préconisent de promouvoir la santé à l'école. Alors, qu'est-ce que ça veut dire promouvoir la santé à l'école et éduquer à la santé à l'école? Ce n'est pas travailler sur toutes les pathologies, c'est bien mettre l'élève en situation de pouvoir accéder à un certain nombre d'informations et de pouvoir faire les choix éclairés qui lui permettront de conduire sa propre vie de façon à avoir et à être en quelque sorte en meilleure santé possible de l'enfance à l'âge adulte. Or, on sait très bien actuellement qu'une grande partie des difficultés de santé de l'adulte trouvent leur origine très tôt et sont des maladies qui peuvent être évitables à condition d'adopter un mode de vie le plus sain possible. Donc, il y a un lien
très important entre l'école et la santé. Deuxième point important, c'est que, en fait, dans les facteurs de santé, c'est-à-dire dans les déterminants de santé, un certain nombre de déterminants sont des déterminants sociaux sur lesquels l'école peut avoir une action extrêmement importante. Et c'est ces déterminants qui vont permettre, l'action sur ces déterminants va permettre de lutter contre les inégalités sociales de santé qu'on va retrouver à l'âge adulte. Alors, il y a un certain nombre de variables qui vont être liées au comportement individuel, qui vont être liées aux conditions culturelles et qui vont être liées également aux conditions de vie et de travail des élèves. D'où l'importance, par exemple, de réfléchir au cadre scolaire, au cadre de travail en milieu scolaire. Alors, ces variables, elles sont impactées par la façon dont l'école va réagir. Alors, ces conditions culturelles, par exemple, vont être de mettre les élèves en situation. On sait qu'il existe un lien très, très fort entre échec scolaire, difficultés scolaires et difficultés de santé à l'âge adulte. En fait, ce sont toujours les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus en exclusion, qui vont être en difficulté de santé à l'âge adulte. Donc, l'importance du rôle de l'école est centrale, justement, pour éviter cette discrimination et d'éviter le fait de construire des inégalités scolaires qui se transformeront à l'âge adulte en inégalités de santé. Alors, on peut travailler à l'école sur des questions de santé dans cette approche sociale qui me paraît essentielle, qui vont être autour de la question du bien-être à l'école, de la question de l'accès à une culture commune, la question aussi, pour pouvoir construire des connaissances, d'accéder à une maîtrise de la langue suffisante, des critères sociaux, c'est-à-dire par exemple un point essentiel, c'est aussi l'égalité filles-garçons. C'est la lutte au niveau de l'école contre toutes les discriminations de genre, discriminations liées à l'origine sociale, à l'origine géographique. Et un point d'action fondamental de l'école, ça va être de travailler sur la question du développement des compétences psychosociales au niveau des enfants, pour permettre à chacun des élèves d'accéder à ce qu'on appelle une littératie en santé, c'est-à-dire un certain nombre, une connaissance minimum qui leur permettront au fur et à mesure de leur vie, de pouvoir gérer des situations auxquelles ils vont être confrontés. Alors tout ça, c'est pour but de favoriser la réussite éducative. C'est le lien entre école et santé, il est principalement à cet endroit-là, dans la question de la réussite éducative, c'est-à-dire de permettre à chaque élève de s'insérer dans une culture commune et dans une forme de citoyenneté. Alors, on est bien loin d'avoir une vision exclusivement fondée sur les maladies. On est là, bien au contraire, dans un travail de fond que va conduire l'école autour des comportements individuels, autour des questions de citoyenneté, autour aussi de la compréhension de ce qui favorise les comportements à risque. Et ça nous oblige à redéfinir ce qu'est la santé. Et on voit bien qu'on va s'orienter vers une définition de la santé qui n'est plus être indemne d'une maladie, comme nos grands maîtres lyonnais nous avaient aidé à le penser, mais bien une définition de la santé qui va être que le sujet soit en capacité psychologique et physiologique de prendre du pouvoir sur soi, sur son environnement, et d'être en capacité de le faire à titre collectif. On voit donc très bien que cette acception sociale de la santé va avoir une définition, va avoir un impact direct sur ce qu'on va mettre en place en termes de promotion de la santé en milieu scolaire. En fait, l'éducation à la santé, ça ne peut pas être la simple transmission de savoir qui serait définitivement acquis, de règles intangibles. Ça ne peut pas non plus être, ça ne peut pas non plus être la simple transformation finalisée de comportement qui correspondrait à un conditionnement de la personne. On est dans une logique où la promotion de la santé va s'organiser autour de 3 grands pôles. Un premier pôle qui va être de développer des compétences personnelles, sociales et civiques. Un deuxième pôle qui va être de connaître, d'acquérir des connaissances sur les comportements et leurs effets. C'est un pôle plutôt centré sur l'apprentissage de connaissances. Et un troisième pôle qui va être d'acquérir les moyens d'un regard critique
vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la société en général. Donc un pôle plutôt centré sur l'apprentissage de capacités. Et on voit bien qu'avec cette logique, dans cette logique, que ce qu'on va mettre en place au niveau politique générale de promotion de la santé en milieu scolaire, ça va s'organiser dans une logique de parcours entre la maternelle et l'université. C'est un petit peu ce qui est carrément même proposé par le ministère de l'Éducation nationale à travers la notion de parcours de santé, avec trois grands points. Une approche qu'on peut qualifier de populationnelle, qui va toucher tout le milieu scolaire, en termes de politique éducative de l'établissement, autour du parcours éducatif conçu dans l'établissement, qui aura pour objectif l'apprentissage de connaissances, la littératie en santé, la promotion de compétences psychosociales, qui aura comme objet, par exemple, de travailler très concrètement sur la question du climat scolaire, qui aura comme objet de travailler sur la question de la réussite éducative et du bien-être de l'élève, et qui aura comme finalité de travailler aussi sur la question des inégalités sociales. Et on voit bien qu'on a une approche là, au niveau d'une politique scolaire et éducative. Et à côté de ça, une deuxième orientation qui sera plutôt une approche thématique, toujours dans le milieu scolaire, mais en lien avec des partenaires, notamment issus du milieu associatif ou du milieu culturel. Je pense par exemple aux compagnies de théâtre, dont va nous parler notre collègue Fuchs. Là, on va développer, pour rentrer sur des points thématiques issus de l'analyse qu'on aura menée sur le territoire, sur les problématiques propres à l'établissement, dans des actions partenariales qui vont avoir comme objet de traiter, de s'intéresser à des thèmes. On travaille à ce moment-là sur des projets et qui vont en lien entre le lycée, le collège, l'école, les familles, le territoire et les partenariats associatifs. Et une troisième approche, qu'on appelle une approche beaucoup plus ciblée, alors là, c'est quand on est vraiment en contact avec des adolescents, par exemple, notamment, qui sont en situation de prendre des risques. Par exemple, on sait les risques liés à la consommation dans les lycées, la consommation de produits psychoactifs dans les lycées. Alors, on voit bien que promouvoir la santé en milieu scolaire, c'est un tout petit peu plus compliqué que de faire des collections d'actions. On va travailler sur ça oblige à une réflexion globale au niveau de l'établissement. Ça oblige aussi à la prise en charge de tous les personnels de l'établissement, parce qu'on ne peut pas travailler au bien-être des élèves sans réfléchir aussi au bien-être des personnels de service, des enseignants et des équipes de direction. C'est un peu intimement lié. Et donc, ça a un certain nombre de conséquences. C'est qu'il va falloir intégrer cette question de la santé dans la politique générale de l'établissement, que ce soit une école primaire ou que ce soit un lycée ou un collège. Ça veut dire aussi qu'il faut construire toute une cohérence au cours du parcours de l'élève, entre la petite classe, les petites classes et la fin de la scolarité en terminale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure rapidement sur cette question, parce que je n'ai que 10 minutes, donc je ne veux pas être trop long. Ça pose quand même, ça remet quand même en question le fonctionnement de nos établissements. C'est assez important parce qu'on ne peut pas travailler, par exemple, sur la question de la nutrition sans réfléchir d'une manière globale au temps de travail, au temps de cantine, au temps à l'organisation générale des emplois du temps pour permettre aux élèves de manger, par exemple. C'est des exemples très concrets, mais qui obligent à une vraie réflexion et une réflexion globale de tous autour de ces questions-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les pays qui ont travaillé ces questions-là sont ceux qui sont en tête au niveau du classement de PISA. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre les questions de promotion de la santé et du bien-être à l'école et les résultats obtenus aux classements internationaux sur l'amélioration du système scolaire. Alors, il y a un seul pays qui échappe à cette généralité, c'est la Corée. Je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Berger, d'avoir, pour votre propos, puis pour avoir respecté le temps. Vous avez juste dépassé de très peu. Donc, vous nous avez donné une bonne image un peu globale. On va donner la parole à Laurence Villeneuve et madame Grand-Clément, et puis on aura le temps après, avec les participants, de revenir sur votre propos, de vous questionner, parce qu'on a vraiment envie aussi d'en savoir un petit peu plus. Et Laurence Villeneuve et madame Grand-Clément vont, elles, illustrer vos propos concrètement. C'est-à-dire comment dans un établissement et comment l'institution déjà et comment un établissement ensuite prend en compte cette question de la santé et comment ça se développe dans un établissement, comment ça se développe de manière globale. On voit bien que c'est la nécessité d'une prise en charge globale de l'élève et au sein de l'établissement. Je vais laisser la parole à Laurence Villeneuve qui a accompagné en fait l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure QVE-QVT, qui est sur l'ensemble de l'académie, et elle va nous donner un petit peu le cadre de l'expérimentation, et Madame Grand-Clément illustrera de manière opérationnelle comment ça se met en place et quelles actions elle a développées sur le terrain pour les élèves. Laurence, je te laisse la parole. Merci. Effectivement, en 2018, il a été décidé de démarrer cette expérimentation académique, donc sur les 3 départements de l'académie. Et c'est une expérimentation qui s'est donc conduite sur 3 ans au sein de 9 établissements du second degré. Donc, il y avait 3 lycées et puis 6 collèges. Dont du coup le lycée dont parlera Madame Grand-Clément. Cette expérimentation, elle s'est conduite à plusieurs têtes, c'est-à-dire que le rectorat l'a donc conduite avec 2 services de l'académie, qui étaient le service de la formation des personnels et le service qui gérait l'innovation pédagogique. Les établissements ont donc ça c'est les 2 partenaires institutionnels, et puis il y avait des partenaires des universités Lyon 1 et Lyon 2, 2 laboratoires de recherche. Le premier qui est le laboratoire P2S, P2S, c'est Parcours systémique de santé, donc qui était dirigé par Julien Masson. Et puis, le deuxième laboratoire, c'est le groupe de recherche en psychologie sociale. C'est donc le laboratoire GREPS qui était dirigé par Christine Morin-Messabel. Donc là, c'était Lyon 2. Ces laboratoires ont chaque année, on va dire, mis à disposition 2 étudiants stagiaires en Master 2 qui se sont chargés de réaliser des actions auprès des équipes, donc à la fois du recueil de données, à partir d'entretiens ou d'actions aussi auprès des élèves et des acteurs de la communauté éducative. C'est important parce que ces actions, en tout cas les interlocuteurs des établissements n'étaient pas que des professeurs. Et ça a été quelque chose d'important et qui a été souligné. Donc, cette expérimentation qui s'est donc conduite sur 3 ans, elle s'est terminée en septembre-octobre, on va dire 2021, avec les dernières soutenances des étudiants. Elle a donné lieu à la fois à des projets qui se sont déroulés à l'intérieur des établissements, donc qui ont été accompagnés par le secteur de l'innovation pour formaliser, développer ces projets, et puis à la fois des formateurs académiques qui accompagnaient les équipes et qui du coup permettaient que des demandes de formation puissent être remontées et certaines mises en place. Donc tout ça a donné des résultats qui ont été restitués chaque année aux établissements notamment. Et là où c'est extrêmement frustrant, c'est que les 2 années de Covid qu'on a vécues ont quand même largement impacté le déroulement normal et approfondi de ces études. Voilà, donc on pourra peut-être en reparler, mais voilà, en tout cas, c'est le cadre de cette expérimentation. Et je vais laisser la parole parce que je crois qu'on est à peu près au bout du temps, Laura.
Merci Laurence. Alors l'idée, c'était de montrer à voir effectivement comment l'institution, en tout cas que l'institution prend en compte cette question-là, qu'elle essaie de l'impulser sur les territoires, qu'elle essaie d'accompagner également les établissements à identifier leurs besoins pour mieux développer les actions concrètes en faveur des élèves et pour le bien-être des élèves. Et Madame Grand-Clément va nous illustrer la mise en place de cette expérimentation et plus globalement de la manière dont est prise en compte la question de la santé dans son établissement. Madame Grand-Clément, donc si vous voulez bien nous expliquer quelle démarche avez-vous mis en place en lien avec l'expérimentation et surtout quelle démarche vous avez développée dans votre établissement. Madame Grand-Clément, alors vous ne devez pas avoir votre micro. On vous remet. Hop, vous m'entendez là? Voilà. Oui, là c'est bon. Donc, je vous laisse donc la. Bonsoir à toutes et tous. Donc, du coup, au sein du lycée Étienne Legrand au Coteau, la démarche qu'on a mis en place, ou l'état d'esprit qu'on a mis en place, je ne reviendrai pas dessus, c'est vraiment tout ce qui a été expliqué par Monsieur Berger en introduction. Sur la prise en charge globale de cette notion de santé et comment faire en sorte d'aller travailler sur les compétences psychosociales ou ce qu'on appelle les empêchements d'apprendre. Vraiment, tout ce qui a été dit par Monsieur Berger, ça a été vraiment l'optique dans laquelle on est et ce qu'on a cherché à faire. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur deux choses. On s'est appuyé effectivement sur l'expérimentation QVT, QVE. Et puis, on a utilisé tous les outils de la démarche que l'on appelle la démarche ABMA, qui est aller bien pour mieux apprendre. Et qui reprend tout ce qu'a dit Monsieur Berger. Alors, dans le cadre de l'expérimentation QVT-QVE, ça a permis déjà un cadre institutionnel et puis cet appui de la recherche. Donc, la première année, on a travaillé avec le jeune étudiant-chercheur sur la notion du lycée professionnel idéal, du point de vue des enseignants et du point de vue des élèves. Et ça a été intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, et les adultes et les élèves avaient les mêmes envies. Donc, ça a permis un peu de légitimer ce que l'on était en train de faire. On s'est aperçu aussi que les élèves avaient une image beaucoup plus positive qu'on ne pensait de l'établissement et des adultes. Et ça a permis, de fait, avec les enseignants, de pouvoir dérouler un projet d'établissement et un fil rouge qui a été co-construit et co-partagé. Et du coup, on a pu rentrer dans quelque chose qui est important, qu'a souligné M. Berger, vraiment, j'insiste là-dessus, qui est en fait que ça devient une démarche d'établissement, un pilotage d'établissement et non pas une succession d'actions. Et que tout se passe soit dans les cours pour certaines choses, soit hors les cours pour d'autres choses. Et à certains moments, c'est du temps partagé. Voilà. Mais vraiment, tout le monde porte ce projet. Quand vous dites tout le monde, donc vous parlez de vos équipes, de l'équipe éducative au sens large. Oui, c'est ça, équipe éducative au sens large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment… Pardon ? Les enseignants, la scolaire, et puis aussi les agents à certains moments, dans certains moments de ce que l'on peut mettre en place. Voilà. Et après, on a axé sur 6 axes. On a travaillé sur la gestion du temps, la gestion des espaces, les relations interpersonnelles, le développement des compétences psychosociales et le partenariat. D'accord. Et sur ces axes-là, comment votre équipe, comment l'équipe s'est emparée de ces questions-là? Est-ce que vous pouvez développer un petit cet axe? Oui, alors sur, par exemple, la gestion des lieux, on a réfléchi avec les élèves et la vie scolaire sur comment réaménager un peu la salle d'études, le foyer, l'internat. On a travaillé sur tous ces lieux-là, pour que ça soit des lieux d'accueil chaleureux qui répondent à la fois aux demandes des élèves et aux demandes des adultes. La salle d'études a été réaménagée en petit espace. On a fait le même travail au CDI avec la documentaliste. Et il y a 3 salles de classe qui ont été réaménagées dans un esprit de coni-classe. Donc là, on a vraiment travaillé avec les enseignants et les élèves.
Voilà, sur les lieux. Sur le temps, on a beaucoup favorisé le midi 2. On a retravaillé sur le temps des études. Voilà. Et après, sur tout ce qui est compétences psychosociales, on a travaillé sur l'estime de soi. Donc, il y a on a mis en place des coniclasses avec des équipes d'enseignants partant là-dessus. On a mis en place des ateliers de communication non violente. On a créé une section sportive. Après, sur tout ce qui est compétences civiques, on fait des temps de vivre ensemble 3 fois dans l'année où tous les emplois du temps sautent et pendant une journée, on fait autrement autre chose et là, tout le monde participe. Voilà, sur des exemples. Si vous voulez. D'accord. Oui, vous nous aviez parlé aussi d'une action autour de la gestion du stress qui fait bien le lien avec l'association de théâtre qui va intervenir après. Est-ce que vous pouvez nous préciser aussi un peu cette action et les partenaires qui ont été associés dans cette action, parce qu'on voit bien que tous les partenaires, que associer plusieurs personnes, les partenaires et l'équipe éducative restent importantes pour bien gérer cette question. Alors, sur tout ce qui est l'atelier de relaxation, il a été mis en lien, ça je pense que c'est important aussi, hein, il a été mis en lien aussi avec des ateliers de communication non violente pour gérer justement l'émotionnel et des ateliers d'éloquence pour apprendre à s'exprimer. Voilà, ça fait vraiment un tout, ça. Hein. Donc, on a travaillé avec des partenaires extérieurs, avec des professionnels qui sont venus former les enseignants. Les enseignants ont été formés à la communication non violente et à des techniques de sophrologie. Après, ces professionnels ont créé des ateliers en lien avec les élèves et les enseignants. Et aujourd'hui, les enseignants sont autonomes sur la pratique de ces ateliers et ont pu les reprendre de façon pérenne. D'accord. Et est-ce que vous avez, quels sont surtout les apports que vous avez pu repérer, ce que ces actions apportent aux élèves et aux enseignants? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Quelles sont les réactions, les bénéfices pour les élèves? Alors, et les les élèves enseignants? apprécient. Hein, le retour des élèves est très positif. Ils ont apprécié. Ils disent que ça apporte des choses, que ça leur a apporté. Ils redemandent à ce que les ateliers soient reconduits d'année en année. Et le bilan, c'est que les climats classes s'apaisent, le climat d'établissement s'apaise et qu'on a un sentiment d'appartenance qui se construit depuis 3 ans au sein de l'établissement. Et on voit les élèves s'investir de plus en plus dans la vie de l'établissement. Et les enseignants également, et j'imagine que le lien entre les élèves et les enseignants également doit être apaisé. Et apaisé, on crée de l'alliance, oui. Alors après, ce qui a été important aussi, c'était de dégager du temps pour les enseignants pour qu'ils aient le temps de la concertation et de la construction. Donc ça, on a aménagé la fin d'année là-dessus. D'accord. Et comment justement on fait pour dégager du temps concrètement pour les enseignants? Et donc ça, c'est la première question. Et la deuxième qui va un petit peu aussi, c'est comment on arrive à maintenir cette action dans la continuité? Alors, sur la gestion du temps pour les enseignants, déjà, on a aménagé le temps des conseils pédagogiques. Hein. Normalement, dans les établissements, doivent se tenir des conseils pédagogiques. Donc, nous, on les tient. La majorité des enseignants participent. Ce ne sont pas juste des coordonnateurs de matière. Et ils n'ont pas toujours le même format. C'est-à-dire que parfois, on travaille en sous-groupe de travail, parfois, on travaille en plénière, parfois, on mélange. Voilà. Donc, déjà, il y a ces temps de conseils pédagogiques où on essaye d'en faire quelque chose de constructif. Et puis sur la fin d'année, en lycée professionnel, on a quand même les élèves qui partent assez tôt parce qu'il y a les stages en entreprise, des enseignants qui sont appelés sur les examens. Donc là, la dernière semaine, c'est pareil, il n'y a pas d'emploi du temps et la semaine s'organise entre des temps ateliers où des enseignants travaillent ensemble, pendant que la Visco ou les autres enseignants prennent en charge les élèves. Et puis, ça tourne comme ça par demi-journée tout au long de la semaine. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette illustration. Je vais tout de suite laisser la parole à Angélique parce qu'on a duré un petit peu longtemps, qui va elle-même nous donner la parole de l'association, enfin de la compagnie théâtre, pour aller aussi sur le travail du lien avec le partenaire et comment on intègre le partenariat sur des questions de la santé.
Merci Laura, merci Madame Grand-Clément, Laurence également. On a effectivement eu un témoignage assez concret, assez pratique, ce qui nous invite maintenant à voir aussi comment des acteurs extérieurs et partenaires de l'école peuvent venir alimenter, nourrir cette dynamique. Donc Jérôme Fuchs, est-ce que je ne vous vois pas à l'écran, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Votre micro est désactivé. On ne vous entend pas, du coup. Le temps que vous branchez votre micro, je vais... Voilà, c'est bon. Je vais rapidement présenter la compagnie que vous dirigez. Donc, la compagnie Déclic, c'est une compagnie de théâtre professionnelle, qui crée et qui interprète des spectacles pour des collèges, des lycées, mais finalement tout type de lieux où des actions de prévention nécessitent et méritent d'être menées. Depuis 1997, vous avez proposé plus de 3600 représentations. Vous travaillez également au milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décrire l'activité de votre structure? Oui, oui, sans problème. Bah, vous avez bien résumé en fait ce qu'on faisait, hein, je vous remercie. Donc ça fait 25 ans qu'on existe. Au départ, en fait, c'est né par hasard. C'est un établissement scolaire en fait de la Loire qui avait des gros problèmes, des grosses difficultés avec ses élèves au niveau du règlement, du respect du règlement intérieur et des règles de vie, notamment les crachats. Voilà, qui nous a donc mis le pied à l'étrier. En fait, au départ, nous étions une compagnie qui donnions des cours de théâtre. Et donc, j'ai été contacté par donc l'approviseur qui est à la retraite maintenant de cet établissement qui est venu me voir en me disant est-ce que vous ne pourriez pas faire une petite pièce de théâtre, des sketchs pour expliquer à nos élèves qu'il ne faut pas cracher par terre, qu'il ne faut pas détruire les extincteurs, qu'il faut apprendre à vivre donc ensemble en respectant les règles de vie du règlement intérieur qu'on leur présente en début d'année, mais qu'ils ont du mal à respecter, à suivre. Donc quand elle m'a dit ça, j'étais sceptique, quoi. Je lui ai dit bah, pourquoi pas, tentons le coup. Voilà, on a fait ce spectacle et donc ça a beaucoup plu. Les élèves étaient emballés, l'équipe pédagogique aussi. Et donc en fait, de fil en aiguille, cette personne nous a demandé d'autres spectacle sur d'autres thèmes, un spectacle sur la sécurité routière. Et c'est comme ça qu'en 1997, en fait, on a monté 2 pièces de théâtre de prévention pour leurs élèves. Donc un spectacle sur le respect, un spectacle sur la sécurité routière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si ça plaît et si ça a un impact sur leurs élèves, ça doit forcément plaire aux autres établissements scolaires et avoir un impact pour les autres établissements scolaires. Donc j'ai tout simplement commencer à prospecter les autres établissements scolaires au départ de la Loire dans notre département. Et puis de fil en aiguille, je me suis étendu sur toute la France maintenant. Ça fait 25 ans. Et on joue quasiment tous les jours, quoi. Tous les jours, on fait une intervention. En dehors des vacances scolaires qui sont communes à toutes les zones, donc la Toussaint, Noël et l'été, on fait des interventions scolaires sur des thèmes qui sont donc la sécurité routière, le respect, le vivre ensemble, l'éducation à la sexualité, le harcèlement, le cyberharcèlement, les conduites à risque avec l'alcool et les addictions et les dépendances. Voilà, donc généralement, je demande, ce sont les infirmières qui nous contactent, enfin, qui me contactent moi. Après, j'ai un réseau qui s'est constitué. Les infirmières m'appellent ou les CPE, parfois aussi les chefs d'établissement pour mettre en place un projet ensemble. Alors, soit ils ont fait une demande de subvention au préalable par des organismes qui sont compétents sur les questions qu'on aborde, comme sur notre spectacle qui s'appelle Jacques Addict sur les addictions et les dépendances. C'est la MILDECA généralement qui leur donne des subventions. Donc c'est la mission interministérielle des luttes contre les toxicomanies et les dépendances. Voilà, donc c'est des projets qui se mettent en place généralement, il faut 1 an pour monter un projet. Une fois que ces personnes-là nous ont contactés, qu'elles ont fait leur demande de subvention, que nous, on arrive dans l'établissement, il y a 1 an qui s'est écoulé. Voilà, nos pièces sont écrites,
depuis, pour la première depuis 25 ans. Après, ça nous arrive de les réactualiser pour être, on va dire, en connexion avec les élèves, parce que le vocabulaire a changé, les modes ont changé, ce n'est pas forcément les mêmes références. Mais régulièrement, on se remet un petit peu, on retravaille nos pièces, mais on peut dire que les 5-6 pièces que l'on a, on les tourne depuis quand même pas mal d'années, quoi. Alors, généralement, tous les 2-3 ans, on en fait une nouvelle. Donc, on s'adresse là aussi à nos entre guillemets, clients, hein, aux établissements scolaires, aux infirmières, pour leur demander ce qui leur apparaît important, ce qui leur paraîtrait important d'aborder dans une pièce de théâtre. Donc, et à partir de là, quand on sent qu'il y a un thème vraiment qui les préoccupe, là, dernièrement, c'était le harcèlement, bien entendu. Donc, quand on sent qu'il y a une pièce, un thème qui les préoccupe, et ben nous, on écrit une nouvelle production, une nouvelle création. Ça nous prend 1 à 2 ans. Voilà. Une fois qu'on a écrit cette pièce-là, enfin, je vous explique le processus de création, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais pour vous montrer à quel point on est en lien avec l'établissement, c'est que généralement, une fois qu'on a la trame, une fois qu'on a fait cette création, on invite des personnes avec lesquelles on travaille souvent, des établissements scolaires, bon, c'est CPE, infirmières et chefs d'établissement, à venir voir le spectacle dans nos locaux. Voilà. À la fin de la représentation test, on leur demande est-ce que ça vous paraît, est-ce que la pièce qu'on vient de vous montrer vous paraît intéressante? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des choses à modifier, etc. Ou est-ce qu'on peut la jouer telle qu'elle dans vos établissements? Et à partir de là, nous, donc on rectifie le tir, et puis une nouvelle création est lancée comme ça, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi, ce qui vous intéresse. Peut-être est-ce que vous pouvez nous partager, alors sans dévoiler les contenus des pièces particulièrement, mais la durée, le format, Oui, okay. Comment on parle de prévention finalement à des élèves, à un jeune public? Alors, on ne veut pas les braquer déjà d'entrée de jeu. On se dit, si on arrive avec une pièce de théâtre, donc il va leur dire c'est pas bien de fumer, c'est pas bien de consommer des produits psychoactifs, c'est pas bien de... voilà, on sait qu'on va généralement se trouver confronté à un public qui sera réticent. Donc, généralement, en tout cas, on essaye d'aller soit dans l'autre sens, carrément en disant, on va dire, en caricaturant certaines prises de risques, voilà, et en leur disant, ben, regardez, on vous a montré sur scène des comportements qui sont des comportements à risque, voilà, des gens qui prennent des risques. Voilà, est-ce que vous trouvez ça normal? Quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur vous si vous adoptiez les mêmes comportements? Donc, en fait, on leur donne par le biais de nos pièces de théâtre qui sont généralement sur le ton de l'humour, mais parfois aussi un peu dramatiques, des informations, tout un tas d'informations en fait, pour qu'ensuite, à la fin de la représentation, ils aient tout un tas d'informations justement pour les utiliser dans leur propre vie. On évite de leur faire la morale en fait, même s'il y a toujours un petit peu une petite morale qui est derrière, c'est difficile de s'en extraire, mais on essaye plutôt de leur donner tout un tas d'informations en leur disant, ben voilà, si vous adoptez ce comportement-là, vous allez avoir, votre vie va forcément se transformer et avoir tout un tas de choses qui vont vous entraver. Et donc, quelles sont les pistes qui pourraient vous permettre, si vous adoptez ces comportements, d'en sortir? Donc, on leur donne des informations aussi sur les associations qui pourraient les aider. On leur donne des pistes de réflexion sur comment faire si je me trouve confronté à un comportement, à une addiction. Voilà, ce n'est pas nous qui allons les aider à sortir de là. Nous, on leur donne simplement des informations, des pistes de réflexion, des gens référents vers lesquels ils pourraient se tourner pour régler leurs problèmes. Nous, on est simplement là pour leur donner des outils qu'ils peuvent ensuite s'approprier et s'ils le veulent, voilà, se dépatouiller de leurs difficultés avec les outils qu'on leur a présentés, quoi. Mais généralement, c'est l'infirmière ensuite qui prend le relais dans l'établissement scolaire.
Voilà, alors vous allez peut-être me demander comment on sait si nos pièces, si les thèmes qu'on aborde ont un impact, donc, et quel est l'impact que ça a sur les élèves. C'est difficile de le savoir. Moi, je pars du principe que si ça fait 25 ans qu'on nous fait intervenir, si, il y a plein d'établissements scolaires, plein d'infirmières, plein de CPE qui, à chaque fois, nous appellent en nous demandant enfin, quelle est votre nouvelle pièce de théâtre, on aimerait bien vous avoir à nouveau, soit sur le même thème, soit sur un autre thème, ça laisse entendre, ça laisse supposer que ça a un impact. J'ai jamais eu de chercheurs ou de chercheuses qui soient donc associés à, moi j'aurais bien aimé, mais c'est difficile de faire ça, qui soient associés à nos interventions théâtrales en direct et qui aient ensuite pris la peine, pris le temps de faire donc une synthèse et de recueillir les points de vue, les sentiments des élèves. Voilà, je vous dis juste, c'est plus le fait qu'on continue d'exister qui, moi, me laisse entendre que ça marche. Et puis aussi les applaudissements. Je veux dire, tout simplement, les applaudissements à la fin de la représentation, ça parle de soi, quoi. Voilà. Et puis, il y a de temps en temps des élèves qui nous écrivent, voilà, qui nous envoient des mails ou sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, qui nous envoient des petits messages en nous disant que nos spectacles les ont touchés. Il y a de temps en temps des gens qui viennent voir les comédiens à la fin des représentations pour discuter un peu avec eux. Alors parfois, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, que ces élèves-là, on ne va pas pouvoir les suivre. Donc, quand ça arrive, on essaie de faire le lien avec l'infirmière en disant à l'infirmière, écoutez, il y a ce jeune homme ou cette jeune fille qui est venu nous voir pour avoir plus d'informations, qui a l'air d'avoir un problème. Voilà, ça nous paraît important que vous abordiez ça avec cette personne. Bon, généralement, ça se passe comme ça, quoi. Merci pour votre témoignage. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées et on va pouvoir s'inscrire dans cette continuité-là et rebondir sur les réactions des personnes qui vous ont entendu. Merci en tout cas pour la clarté de vos présentations et ces aspects très concrets en fait au travers desquels on arrive facilement à se projeter et à imaginer ce qui peut se passer. Je crois qu'au travers de ce très court temps d'illustration, on a eu un bel exemple de coéducation où chacun a fait à sa place et avec ses outils et ses compétences sur ce sujet-là. Donc, si on regarde les questions qui sont revenues, n'hésitez pas d'ailleurs à compléter ces questions par celles que vous souhaiteriez poser. Laura, est-ce que tu en as Oui, relevé? une question, enfin plusieurs questions qui fait suite à l'intervention de Monsieur Fuchs sur justement, est-ce que dans l'action que vous menez avec les pièces de théâtre, est-ce que vous travaillez avec les élèves? Est-ce qu'il y a une co-création avec les élèves qui est réalisée, que ce soit sur la création de pièces de théâtre ou sur de l'improvisation? Et également, est-ce que à la fin de vos représentations ou à un moment dans les représentations, vous répondez à des questions d'élèves? Oui, j'ai oublié d'en parler. Donc, il n'y a pas de co-création avec les élèves. En tout cas, pour notre manière de fonctionner, nous, on n'est pas du théâtre forum. Les élèves n'interviennent pas déjà pendant la représentation. Donc, on fait une pièce de théâtre et donc qui dure généralement 45 minutes. Et à la fin de la représentation, il y a un débat qui est animé par les comédiens. Donc, qui dure le temps de 40 minutes à peu près en fonction des réactions des élèves. Mais ce sont des pièces que nous écrivons tout seuls dans notre coin en partenariat avec parfois des chercheurs. Par exemple, pour notre pièce sur les addictions, je suis allé au centre Jean Bergeret à Lyon, qui est un centre qui est spécialisé dans les addictions. Et donc, j'ai discuté avec des professionnels du sujet et qui m'ont donné les pistes à aborder, qui leur paraissaient importantes d'aborder pour les élèves. Et c'est à partir de là que j'ai écrit la pièce, en fait. Mais ce n'est pas les élèves qui participent à l'écriture. Le débat se fait avec les élèves, donc après la représentation. Voilà, il se trouve que dans l'équipe, il y a des gens qui sont comédiens et infirmiers, donc qui ont une double casquette. Et bon, ça facilite parfois les discussions, quoi.
Une autre question, merci beaucoup. Une autre question également sur pour savoir quels sont les moments propices aux interventions dans les établissements, quels sont les moments dédiés, les durées. Je vais vous laisser répondre et après je poserai bien la question également à Monsieur Berger ou Madame Grand-Clément pour avoir l'aspect établissement et plus macro. Alors, moi, franchement, c'est à moi que vous posez la question, Madame Brousse. Oui, et alors on a entendu tout à l'heure qu'effectivement vous étiez souvent sollicité par l'infirmière. Oui, ouais. Est-ce que vous intervenez à un moment où il y a une difficulté? Est-ce que c'est Ouais. En fait, souvent, quand on me le dit, parce que je ne suis pas toujours dans le secret hein, de l'établissement scolaire. Parfois, on nous appelle juste pour nous demander une pièce de théâtre, mais avec les infirmières, certaines personnes avec lesquelles on a plus de liens, c'est vrai qu'elles nous informent que des problèmes ont lieu. Je pense, généralement, c'est les addictions, hein, les addictions et des problèmes de harcèlement. Là, c'est souvent le cas en ce moment. Voilà, c'est suite à, on va dire, des problèmes qui viennent d'apparaître, des problèmes de harcèlement ou un événement grave qui s'est produit. Ça peut être même un accident de la route chez un élève, voilà, qu'on nous contacte. Le problème, c'est que nous, on n'est pas toujours disponible, on ne peut pas réagir comme ça du jour au lendemain et venir instantanément à la date qui intéresserait l'établissement scolaire. Mais souvent, c'est suite à une demande particulière d'un problème qui a émergé dans l'établissement scolaire qu'on nous fait intervenir. Parfois, c'est juste de la prévention au cas où ça se produise, au cas où un événement de santé, enfin de prévention pourrait se produire donc dans le futur qu'on nous fait intervenir pour faire de la prévention, justement. Mais parfois, c'est pour régler un problème qu'il y a eu. Voilà. Merci, c'est pour ça que je voudrais... Ouais. Je voudrais également qu'on ait le regard de Monsieur Berger sur cette question-là, parce qu'effectivement, tout à l'heure, il disait qu'il y avait une démarche globale, un projet d'établissement qui a été illustré par Madame Grand-Clément, mais que, effectivement, en fonction du diagnostic qui était fait, on avait des interventions plus ponctuelles construites. Donc, quel est y a-t-il, Monsieur Berger, des moments, selon vous, des moments propices aux interventions, des moments dédiés, une durée d'intervention également? Est-ce que vous êtes là, Monsieur Berger? J'ai un problème de micro, donc j'avais coupé le micro, excusez-moi. Alors, moi, je trouve que les propos de M. Fuchs illustrent tout à fait la diversité des situations dans les établissements. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui travaillent, comme l'a montré Mme Clément, sur un projet global et sur une approche globale de l'établissement, ou des problématiques de santé au cœur de l'établissement, dans le sens où les problématiques de santé vont toucher le bien-être, vont toucher un tas de choses. Et à ce moment-là, les actions, quelles que soient les actions partenariales, elles prennent un sens dans un parcours global. Et puis il y a d'autres établissements qui n'ont pas cette capacité parce qu'il n'y a pas eu de formation, parce qu'il y a une confusion sur ce qu'est la santé à l'école, qui est souvent liée au médical, alors que ce n'est pas simplement une question médicale, et qui ont plutôt recours à des prestations ponctuelles. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Parce qu'à partir du moment où on crée l'occasion d'un dialogue dans les écoles, dans les établissements sur les questions de santé, on contribue justement à ce qu'on appelle à la construction de connaissances, à une littératie en santé. Donc il faut prendre cette diversité comme un indicateur en fait de l'évolution des établissements vers une politique globale de santé. L'idéal serait bien évidemment qu'on s'oriente vers une prise en charge négociée. Et la question de la personne tout à l'heure sur la co-création, c'est aussi au cœur de la promotion de la santé en milieu scolaire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à co-créer avec les parents, avec les élèves, avec les professeurs, avec les équipes de direction et les équipes de personnel de service, une politique globale au sein de l'établissement de prise en charge des questions de santé pour travailler sur le mieux-être, sur global des gens dans l'établissement. Alors, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est ce qui paye à long et à moyen terme. Et on voit très bien, par exemple, sur des études qui ont eu lieu autour d'ABMA,
que ça conduit à une amélioration des résultats scolaires. Ça conduit par exemple à l'amélioration des performances au BEPC dans des collèges difficiles. Et c'est vrai qu'il faut intégrer sur ces questions-là des gens extérieurs à l'école. Et notamment, moi je suis très sensible à la question de faire intervenir des troupes de théâtre, parce qu'une des dimensions de l'inégalité sociale, c'est le non-accès à la culture. Et tout ce qui va permettre d'accéder à un minimum de culture par le théâtre, par toutes les activités de création, est quelque chose qui contribue à promouvoir la santé en milieu scolaire. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, Monsieur Berger. Je peux juste rajouter un truc. C'est que nous, dans l'idéal, et ça arrive parfois, c'est quand un établissement scolaire fait intervenir, donc une soirée avec les parents et les adolescents. C'est-à-dire que la pièce est jouée devant les parents et les élèves. Voilà, les parents des élèves et les élèves. Et ça, c'est vraiment le top quoi, pour nous, quoi. Laura, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Ok. Il y avait, je crois, une dernière question qui est arrivée. Je me fais gardienne du temps parce qu'on a pris l'engagement formel, personnel et professionnel de nous quitter à 19 h. Mais je crois qu'il y avait peut-être une dernière question qu'on pouvait soumettre à nos intervenants. Je ne sais pas à qui elle s'adressait en particulier. Elle était plus globale, c'était Jean-Christophe Vol qui posait la question sur plus globalement, alors j'ai plus sa question qui était en ligne, mais qui était plus globale sur le climat scolaire, enfin sur le climat actuel, le climat géopolitique et de santé, et effectivement l'aspect anxiogène sur les élèves, et puis quel était le regard de M. Berger par rapport à ça. Je pense que Jean-Christophe, s'il souhaite compléter sa question, pourra, mais voilà, M. Berger, si vous pouvez donner un éclairage sur l'aspect anxiogène de la situation actuelle. Monsieur Berger, on ne vous entend pas. Votre micro est coupé. Voilà, j'ai retrouvé le micro, excusez-moi. Je pense que les crises sanitaires ont eu un effet complètement délétère sur la qualité de la communication, mais à tous les niveaux. Je crois qu'on a été victime d'une situation qui est non pas due à la dangerosité du virus et aux problématiques du virus, mais bien à une sorte d'instabilité qui a été problématique pour les élèves. Et je crois que il faut être prudent là, sur ces questions, et il faut pouvoir mettre des mots là-dessus. Et moi, je suis émérite, mais c'est-à-dire que je suis en retraite en fait, partiellement, et j'ai repris une activité de consultation dans un point d'accueil et d'écoute des jeunes, et on est submergé par des demandes de consultation. J'habite une ville où il y a 3 lycées, 2 très gros collèges, et on est submergé par les demandes de consultation. Mais vraiment. Et il y a un vrai problème de prise en compte, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'institution fait comme si c'était rien passé, comme si les choses, alors qu'il s'est passé quelque chose qui a été profondément traumatique. Alors, je ne sais pas très bien, là, je n'ai pas de recul suffisant ni scientifique. Je sais que ce à quoi on est confronté ou sont confrontés les personnels des établissements, c'est à des situations de grande souffrance. Et l'école n'est pas très bien équipée pour prendre en charge ces situations de grande souffrance. Alors, les personnels font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas facile, et ce d'autant plus que les personnels eux-mêmes sont confrontés à des situations de grande souffrance et ont été profondément déstabilisés dans leur exercice professionnel et dans leur façon de voir les choses. Alors, je crois que c'est peut-être l'occasion de revenir sur ce que je disais, sur l'approche globale de l'établissement, et de voir un peu comment on peut refaire en quelque sorte du sens et un sens commun. Alors, c'est vrai que des initiatives théâtrales, des initiatives culturelles, tout ce qui va être projet collectif, porté, investi par les élèves et par la communauté éducative, c'est quelque chose qui va redonner un sentiment d'appartenance à la fois aux profs comme aux élèves, et qui va permettre de reconstruire quelque chose de positif
ce dont les gens ont bien besoin pour le moment, me semble-t-il. Ouais, il me semble que c'est vraiment la question du lien là, qui est posée par cette crise sanitaire. Et du coup, effectivement, hein, tout ce qui est mis en place en termes de démarche globale d'établissement, sur des temps d'écoute que l'on peut créer, tous les temps d'accueil, les espaces que l'on crée où les élèves peuvent se retrouver en autonomie, en créativité. Je sais que chez nous, ça a bien aidé quand même sur cette question de la crise sanitaire et de la problématique du lien. L'important dans la lutte contre les inégalités de réussite et les inégalités sociales qui se transformeront en inégalités de santé, c'est justement, par exemple, au niveau des établissements, et c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que les élèves, comme les enseignants, aient le sentiment d'appartenir à une communauté. Et c'est un vrai challenge actuellement, parce que ça, c'est un des facteurs de réussite scolaire. C'est-à-dire qu'on adhère d'autant plus à l'enseignement qu'on a le sentiment d'appartenir à cette communauté-là. Et c'est extrêmement important, et on le retrouve par exemple notamment sur la question du climat scolaire, sur des questions comme ça, c'est extrêmement important. Sentiment d'appartenance donne une cohésion à l'établissement et est porteur de sens pour les élèves, comme pour les enseignants, comme pour tous les personnels qui travaillent autour de ces questions éducatives avec les élèves. Merci. Je valide à 100%. Merci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir apporté au travers de votre expérience cette ouverture sur, on parlait, le champ des possibles et la manière peut-être de considérer comment on peut construire ensemble un projet qui prenne en compte la santé mais qui soit au service de l'établissement, de la communauté éducative et finalement du territoire. Merci vraiment pour votre temps. C'est le moment où on doit se quitter, mais en préparant cette séquence, on savait que sur la thématique de la santé, on aurait certainement beaucoup de choses à poursuivre, à creuser sur des thématiques spécifiques. On parlait notamment du handicap, on parlait de l'inclusion, on parlait du harcèlement. Je pense qu'il y a vraiment matière à aller plus loin sur ces thèmes-là, et il est fort probable qu'on repropose dans les séries de Décodons d'école des temps plus spécifiquement sur ce sujet. Laura, est-ce que tu veux prendre un petit mot de conclusion, notamment pour parler de notre prochain rendez-vous ? Juste effectivement, en 2 secondes, hein, parce qu'on a dit 19h, donc on ne va pas aller plus loin et on a réussi à être garant du temps jusqu'à maintenant, en tout cas dans les autres décodons. Mais ce qui fait écho, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de collectif, d'échange, de dialogue, de lien, d'approche globale, ce qui était un peu le cœur de la mise en place des décodons l'école. Donc on peut être, on est ravis des propos et puis du moment partagé ensemble. On espère que ça a donné des idées, des envies à la fois d'aller plus loin et de se rencontrer. Et les prochains temps, donc c'est le prochain temps en tout cas du service innovation et recherche de l'école académique de formation continue. C'est la journée d'innovation pédagogique, donc qui a lieu le 11 mai, que vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas, sur la question du collectif et du faire équipe, du fédérer, travailler ensemble, comment fédérer une équipe. Donc, on vous attend le 11 mai en lien, on va travailler, la Maison de l'Apprendre sera bien sûr partenaire de cette journée avec de nombreux enseignants et de nombreux partenaires pour, pareil, donner à voir, échanger, construire ensemble. Donc, on vous donne rendez-vous le 11 mai prochain et vous aurez toutes les informations sur notre site. Je vous remercie, en tout cas, on vous remercie tous pour vos interventions, votre participation. Et merci à toi, Angélique, pour l'organisation également et l'animation. Bonne soirée à chacune et à chacun. Vous serez destinataire du compte-rendu de cette séquence avec les ressources que nos intervenants nous ont partagées pour aller plus loin. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.